Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Logiquement, quand la vidéo sortira, ce sera fini les vacances pour tout le monde et moi je serai en stage. Mais du coup, je profite de mes derniers jours de repos pour faire une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, très longtemps. C'est mon récap cinéma 2024. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis fan de cinéma, pour moi c'est une passion. Et du coup, je voulais vraiment faire ce récapitulatif, cette collection de films en quelque sorte, que j'ai vu pendant un an. Alors bien sûr, je ne pourrais pas tout montrer, j'ai pas calculé tous les films que j'ai vus, pour être honnête, il y en aurait beaucoup trop. Mais de ce que j'ai pu voir, une approximation que j'ai pu faire, je pense que j'en ai vu 90. Pour cette vidéo un peu spéciale, j'ai décidé de faire un récapitulatif de tous les films qui m'ont marqué pendant cette année, que ce soit dans le positif ou dans le négatif aussi, il y en a. Voilà, tous les films ne sont pas bons à voir, mais par classe. J'ai fait par genre, je me suis dit que ce serait beaucoup plus pratique. Donc j'ai ici mon ordinateur et mon chargeur vient de se casser la lunette. Donc oui, j'ai classé tous les films marquants de cette année qui m'ont touchée par genre, donc comédie, romance, thriller, action et drame. En général, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup de thrillers. Et cette année, j'ai appris à apprécier les drames. Voilà, je suis toujours pas fan de romance ou de comédie musicale, mais écoutez, au moins ça me donne des défis pour 2025. Voilà, alors, on va commencer avec le premier genre, celui que j'ai le moins regardé de toute cette année, c'est les comédies musicales. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a jamais attirée, et cette année j'ai décidé d'en regarder une. Je me suis dit, allez Débo, lance-toi, ça te fera plaisir, surtout que t'as eu des bons échos de celle-ci, donc vas-y. Eh bien, pas loupé, c'était le pire film de l'année 2024, selon moi. Du début à la fin, je me suis ennuyée, c'était long, c'était creux, il n'y avait pas de scénario. Les musiques sont incroyables en elles-mêmes, mais les danses, les acteurs et l'histoire, le fil conducteur de la comédie sont nuls, tout simplement, et je parle bien de A Week Away. Non mais moi ça me déçoit pas. En plus j'avais pas mal d'attentes sur ce film, c'était une romance, et je suis pas fan de romance de base, mais je me suis dit pourquoi pas, l'histoire de fond a l'air sympa, un gars un peu perdu qui n'a jamais eu de famille, mais non. Ça marche pas, tout simplement, donc je vous déconseille ce film, ne le regardez pas, tout simplement. Ce serait perdre 2 heures de votre vie. Voilà. Mais bon, après, je vous rassure, ce n'est pas parce que je n'aime pas les romances en général que toutes celles que je regarde, je les trouve nulles. Il y a certaines romances que j'ai vues et que je trouve très bien cette année, donc c'est parti pour le genre des romances. Alors, la première que j'ai vue cette année, je crois que c'était Titanic. Titanic, qui objectivement est parfait, on va pas se mentir, je l'avais jamais vu avant et je voulais le voir pour la culture, mais aussi parce que tout le monde en parlait et que je savais même pas comment réagir. Quand on me demandait mon avis sur ce film, je pouvais pas le donner parce que je ne l'avais pas vu. Donc, je m'y suis mis, j'ai regardé Titanic et bon, forcément c'est magnifique. J'ai pas été touchée forcément par l'histoire, j'ai pas trop pleuré, hein. Par contre, on peut pas se mentir, techniquement, c'est magnifique. Les décors sont incroyables. La musique, meilleure musique de film 2024. Je sais pas comment on peut voir une musique aussi parfaite, aussi... Waouh! Juste une si belle musique, c'est incroyable. Je kiffe, voilà. De toute manière, c'est pas compliqué. Je me suis demandé, il y a 2 mois, quelle était ma musique de film préférée. Parce que j'ai jamais pu répondre à cette question, c'est dingue, il y a trop de musique, trop de beauté, voilà. Et j'ai réfléchi un peu,
Et j'ai parlé avec un pote sur le film Titanic. Du coup, j'ai réécouté un peu plus en profondeur les musiques de ce film et je peux dire que c'est les meilleures au monde. Voilà, c'est la première musique de film que j'ai écoutée de toute ma vie. C'est la première où j'ai pleuré aussi. À chaque fois que je l'écoute, je deviens un hérisson tellement mes poils se hérissent. Je pleure, je passe par toutes les émotions possibles et inimaginables. James Horner, il nous a bien eu sur ce coup-là. Voilà, c'est pas mon compositeur préféré normalement, mais écoutez, cette musique-là, c'est un banger. Incroyable. Elle est tellement belle et pas forcément que Rose. Je sais que c'est la musique la plus écoutée du soundtrack avec My Heart Will Go On, forcément. Mais c'est pas ma préférée. La mienne, c'est Southampton. Southampton. Bon, je ne sais plus comment on dit, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Donc, vraiment, meilleure musique de film ever. Mais bon, Titanic, il y a forcément un level énorme, mais on a aussi eu, nous, les Français, des super romances, hein, et à commencer par L'amour ouf, que j'ai été voir au cinéma. Je pense que tout le monde a été voir le phénomène français de cette année. J'ai pas été si conquise par le film. Alors oui, techniquement, il est très beau. Les couleurs sont incroyables, il y a des scènes magnifiques. Le rapport au temps, pour moi, aurait pu être un petit peu plus développé. Pourquoi pas avec des souvenirs des personnages adultes de leur adolescence. Je pense que ça aurait pu être intéressant et apporter une petite touche de nostalgie, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, le film en lui-même est vraiment très très bien. Pareil pour les musiques, et les années 80 ont bien été exploitées. Mais par contre, l'histoire en elle-même m'a moins touchée. Voilà, c'est la seule chose négative que j'aurais pu dire, c'est que même si les acteurs sont incroyables, comme Adèle Exarchopoulos qui nous a fait une prestation magnifique, tout simplement, mais par contre, l'histoire en elle-même m'a moyennement touchée, on va dire ça comme ça. Une autre romance que j'ai vue, cette fois-ci début 2025, mais bon, je la mets quand même dans mon récap, c'est Me Before You. Je m'attendais à beaucoup de cette romance-là, mais bon, je crois que j'ai mis trop d'espérance dans ce film. J'ai cru que ça allait être une super romance qui allait vraiment m'envelopper, me faire suivre l'histoire. Finalement, c'est pas si dingue que ça. Alors oui, c'est un beau film, c'est une belle romance, un peu classique, avec une fin qui change un peu de d'habitude, mais aussi un peu traumatisante. Voilà, la seule émotion positive que j'aurais pu ressentir lors de ce film, c'est la fin, et finalement ça a été une déception. Donc bon, c'est une bonne romance, je pense, pour ceux qui aiment ce genre de film, un peu cucul à praline, mais pas pour moi, quoi. Bonsoir. J'ai un peu honte, j'avoue, de reprendre la vidéo aussi tard. Il y a un mois qui s'est écoulé depuis mes derniers rushs. C'est horrible. Alors, du coup, je crois que nous nous étions arrêtés aux romances, donc c'est parti maintenant pour le genre des comédies. Alors, j'ai pas vu beaucoup de comédies cette année. Forcément, j'ai revu mes classiques, les Louis de Funès. Je crois que c'est les premiers films que j'ai vus en étant enfant et ça m'a suivi pendant toute mon enfance. Donc, La Folie des Grandeurs, Les Gendarmes, voilà, tout. Les Gendarmes possibles et inimaginables. La Zizanie, il y a aussi quoi d'autre, Rabbi Jacob, extraordinaire. Bon, ça, ce sont des classiques que je revois chaque année et je m'en lasse pas, mais c'est pas des découvertes, du coup je vais pas aller sur le sujet. Voilà, notez juste que Louis de Funès, c'est un des meilleurs acteurs français, tout court. Sinon, un film que j'ai découvert cette année, c'est Five, donc je pense que tout le monde connaît, avec Pierre Ninet et François Civil. J'ai trouvé que le film était marrant, qu'il était bien fait, voilà, c'est drôle, on passe un bon moment, mais j'ai pas tant ri que ça. En fait, j'ai trouvé que le thème de la colocation, il était pas assez développé. Pour moi, c'est le terreau parfait pour une bonne comédie, les colocs. Parce que tout peut se passer, surtout une coloc entre amis, j'ai envie de dire. Et là, c'était le cas. Et j'ai l'impression que
ils se sont concentrés plus sur l'extérieur de la coloc et pas sur le groupe lui-même, mais plutôt chaque personnage qui avait sa petite histoire séparée. Alors du coup, c'est drôle, on passe un beau moment, mais voilà, c'est pas la meilleure comédie que j'ai vue de toute ma vie, ça c'est sûr. En revanche, il y a un autre film que j'ai vu en 2025, mais c'était en janvier, donc je le mets quand même, c'est Intouchable. Omar Sy est excellent. J'ai jamais autant ri, je crois, devant le thème du handicap. Pourtant, il y a des films très bien qui sont sortis sur ce thème-là, comme Un petit truc en plus, mais là, j'avoue que j'ai été conquise. En plus, je l'ai regardé avec ma sœur. Alors, maintenant que les comédies c'est fait, on va passer à un nouveau genre que cette fois-ci j'ai regardé beaucoup plus que les autres, c'est l'action. Ah là là, j'ai une grande histoire d'amour avec les films d'action. Je crois que c'est le genre qu'on regardait le plus à la maison quand j'étais petite, parce que j'avais 2 grands frères. Voilà, et que eux, ils étaient pas trop drame, romance, etc. Non, c'était Air Force One, c'était Sicario, c'était Hostile, voilà. Que des films un peu violents aussi. Donc ça fait une nostalgie quand je regarde des films d'action. Ça me rappelle un peu le bon vieux temps quand j'étais petite et que je me cachais sous la couverture parce que pour moi, il y avait trop d'action, trop de pistolets, trop de coups de feu, trop d'explosions. Voilà, alors qu'aujourd'hui, je kiffe et que plus il y en a, mieux c'est. Donc j'en ai regardé beaucoup, mais il y en a 2 vraiment qui m'ont marqué. Et je dirais que le premier, c'est Twisters. Alors, je ne m'attendais pas à aimer ce film. Mais vraiment pas. Je croyais déjà que, à cause de Glenn Powell, qui est un acteur que j'apprécie pas forcément beaucoup, voilà, je pensais que le film serait vraiment surjoué, à fond, avec des effets spéciaux dégueulasses et un scénario inexistant. Et finalement, c'était une très très bonne surprise. Alors, je peux pas dire que le scénario soit très original, que les jeux d'acteurs soient exceptionnels, mais ça va. Franchement, ça va. On passe un beau moment. En plus, il y a une petite romance qui est un peu en arrière-plan, comme je les aime, vraiment. Avec Glenn Powell qui, bon, a toujours le même jeu, mais qui n'exagère pas toutes ses phrases non plus. Donc ça va. Et surtout, je pense que la chose que j'ai le plus aimée, c'est la bande-son. Voilà, on est sur un film country, avec de la musique country. Donc forcément que j'aime ce film, voilà, parce que j'aime beaucoup la country, si jamais vous ne saviez pas. Et vraiment, je pense que la BO est très très bien. Et les effets spéciaux sont pas mal aussi. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a un deuxième film du coup qui m'a marqué, c'est Sicario. Bon, commençons par la base. C'est un film de Denis Villeneuve. Donc forcément que je vais aimer ce film, forcément. Oui, parce que Denis Villeneuve est mon réalisateur préféré ever. Et du coup, j'y ai mis de l'attente. Voilà. Et forcément, mes attentes ont été récompensées. Denis Villeneuve a fait un travail de dingue. Vraiment, ce film est beau. Déjà, comme tous les films de Denis Villeneuve, il y a du goût, les couleurs sont vraiment cool, les paysages sont dingues, voilà. Disons-le, il y a des scènes très magnifiques et très recherchées. Pour ceux qui l'ont vu, et ne vous inquiétez pas, je ne spoile rien, il y a une scène où ils entrent dans un tunnel et avec des lunettes spéciales pour voir dans la nuit. Donc on alterne entre caméra de nuit, la vision à travers les lunettes de nuit et tout simplement le noir complet. Et ça, je trouve ça exceptionnel, ça donne un air de jeu vidéo que j'aime beaucoup. Donc Sicario, super, avec des acteurs en or. On se laisse surprendre aussi de temps en temps. C'est vrai que le bémol que je dirais au film d'action, c'est que très souvent on reste sur un scénario qui est prévisible à 1000 km. Voilà. Mais celui-là, voilà, des surprises. Ça fait plaisir de voir un film qui se renouvelle un peu et qui aborde aussi le thème des cartels différemment, avec toujours la petite patte de Denis Villeneuve sur les fins, un petit peu ambigu, que j'aime beaucoup. Donc vraiment, regardez ce film. Après, je le déconseille si vous n'aimez pas trop la violence, mais ça va. Je trouve que ça reste quand même
plus que correct. Mais du coup, Sicario, qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme, agente du FBI, qui travaille sur des affaires d'enlèvement. Et un jour, elle va être sur les lieux d'un kidnapping un peu particulier, puisqu'ils vont retrouver dans une maison plus de 50 corps cachés dans les murs de celle-ci. Voilà, donc petit moment gore à souhait. Mais du coup, on est sur un cas très particulier, une affaire assez grave, et une agente en colère qui a envie d'en découdre avec les auteurs de cet acte. Donc ça, on commence avec de la poudre à canon, et en plus de ça, on a une équipe du gouvernement qui a des pratiques un peu douteuses, on va pas se mentir, très violentes, qui veut juste neutraliser ses cibles, et même pas aller dans le dialogue, et qui travaille dans les cartels au Mexique. Voilà. Sauf que il se trouve que l'équipe du gouvernement cherche la même personne que l'agente du FBI. Donc forcément, quand le gouvernement va proposer à l'agent FBI de trouver cette personne-là au Mexique, elle va tout de suite accepter. Vous vous imaginez bien, rien ne va se passer comme prévu, et on va découvrir de plus en plus les méthodes particulières du gouvernement envers les Mexicains. Donc ouais, vraiment cool comme film. Et surtout Denis Villeneuve avec son réalisme et son authenticité sur la situation aux États-Unis que je trouve impressionnante. Voilà. Donc merci Denis. Donc voilà, ça c'était pour les films d'action. Alors j'en ai mis que 2, je sais que c'est pas beaucoup, mais en fait comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de voir des films d'action, et du coup plus on avance, moins on est surpris, entre guillemets. Donc là il y en a vraiment 2 qui m'ont touchée et qui m'ont fait réagir en quelque sorte, mais sinon plus on avance et plus on s'habitue à l'action. Mais il y a d'autres genres que j'ai regardé beaucoup plus et avec des films qui m'ont retourné le cerveau, c'est les thrillers. Oui, parce que j'ai été habituée à regarder des films d'action quand j'étais petite, mais plus j'ai grandi et plus ça a viré au thriller. Voilà, sachant que les 2 genres se mélangent très régulièrement. Et du coup, cette année encore, j'ai trouvé quelques belles pépites, à commencer par Shutter Island. Ce film est exceptionnel, voilà. Leonardo DiCaprio, acteur exceptionnel aussi. Ensuite, il faut qu'on parle absolument d'un deuxième film, qui est La somme de toutes les peurs. Alors, déjà, on part avec un duo de choc, qui est Ben Affleck et Morgan Freeman. Forcément que je vais aimer ce film. Alors, Morgan Freeman, je pense qu'il a fait certaines œuvres que j'ai pas trop appréciées, mais en fait, duo avec Ben Affleck, forcément, que ça va être super. Et ça l'est, hein, je me suis pas trompée. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La somme de toutes les peurs. Donc, c'est l'histoire de John Clark, qui est joué par Ben Affleck, et qui a un employé de bureau, un peu sous-employé, hein, parce qu'il s'ennuie terriblement, à la CIA. Et un jour, il va y avoir 3 scientifiques qui vont disparaître. Or, ces scientifiques étaient très importants pour le gouvernement, voilà. Je vous laisse deviner. Ils bossaient sur un projet de nucléaire. Voilà. Bienvenue aux États-Unis. Bon, du coup, les 3 scientifiques disparaissent, le gouvernement est en prendre bas le combat, il essaie de les retrouver. Et pour ça, ils vont engager un agent qui est spécialisé dans ce genre d'affaires et qui est joué par Morgan Freeman. Et du coup, John Clark, donc Ben Affleck, va lui proposer son aide et du coup, il va s'en suivre toute une aventure pour essayer de retrouver les scientifiques et sauver le monde. Alors oui, je conviens, le scénario est quelque peu classique. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il est hyper bien fait. Si, il y a autre chose que j'aime beaucoup avec ce film, c'est la menace nucléaire qui, je trouve, est abordée un peu différemment des autres films américains. Bon, on reste toujours dans le cliché de la menace nucléaire, n'est-ce pas? Mais par contre, je trouve que les gens vont vraiment à fond dans cette idée. Ça reste pas seulement une sorte de menace invisible qu'on voit pas vraiment et qu'on sait absolument qu'ils vont s'en sortir à la fin. C'est un peu différent de d'habitude et je trouve que ça a été un peu plus développé que dans d'autres films que j'ai pu voir sur ce thème-là. Donc vraiment, petite mention spéciale pour La somme de toutes les peurs, qui nous prend en haleine, vraiment on décroche pas les yeux de l'écran, donc vraiment très bon. En plus, j'aime trop Ben Affleck, donc forcément que je l'aime.
Ensuite, un autre thriller que j'ai eu la chance de voir, c'est Le Masque de l'araignée, qui est cette fois-ci avec Morgan Freeman, sans Ben Affleck hélas, mais qui n'en reste pas moins un très très bon thriller. Alors, je vous lis le petit résumé que j'ai fait sur mon ordinateur. En gros, l'histoire se passe aux États-Unis et la fille d'un ambassadeur vient de se faire kidnapper. Bon, classique, encore une fois. Donc le ravisseur contacte Cross, un agent de la CIA, et l'oblige à reprendre du service, malgré lui, en lui faisant parvenir des preuves de son crime. Donc voilà, Cross était entre guillemets à la retraite après la mort d'une de ses coéquipières, et bizarrement, eh bien, le ravisseur veut que ce soit lui qui s'occupe de l'affaire. Donc il sera accompagné par Jesse Flanagan, qui était l'agent spécial chargé de la protection de la fillette depuis 3 ans. Et donc ils vont ensemble débuter l'enquête et essayer de retrouver cette jeune fille et de mettre la main sur ce criminel. Donc le film est vraiment super bien, je m'attendais pas du tout à la fin, un peu comme d'habitude, je suis trop naïve quand je regarde un film, mais vraiment super bien. Après il y a aussi Wind River que j'ai beaucoup, ouais ça commence à faire beaucoup je sais, mais je l'ai tellement aimé ce film. Il n'y a pas d'héroïsme en particulier, il n'y a pas un personnage qui prend le dessus sur les autres. Par contre, on voit très bien la catastrophe qui se passe aux États-Unis dans les réserves indiennes. Et peut-être que ça n'a plus... Peut-être qu'on n'utilise plus maintenant en Europe le terme de réserve, etc. Ce sont des réserves. Voilà, l'oppression de l'Américain blanc sur les peuples qui sont différents de lui, oppression qui est plus que présente dans le film et qui se fait très vite ressentir et qui est très malsaine. Voilà, donc je trouve ce film très très bien réalisé. En plus, ce que je trouve vraiment hyper intéressant avec ce genre de film, c'est que ça a une valeur vraiment très politique. Voilà, Wind River, c'est montrer les États-Unis tels qu'ils sont vraiment, montrer le thème des réserves indiennes tel qu'il est vraiment. Je pense qu'il y a eu un travail documentaire fait sur ça, et en plus on apprend par la suite que ce sont des histoires vraies et qui se sont déroulées et qui se déroulent encore aujourd'hui et qui risquent encore d'arriver demain. Donc ça nous sensibilise sur un thème très important, sur la détresse des Amérindiens, des natifs aux États-Unis, sur leurs conditions de vie, comment ils sont vus par le blanc américain. Voilà, comment ils vivent, comment ils essaient de s'adapter, entre guillemets. Et ça, je trouve ça extraordinaire et très bien fait. Ça, c'était pour les films bien américains. C'est bon, on a une autre dose, mais il y a aussi de très bons films français thrillers. Et j'ai nommé Boîte Noire avec Pierre Ninet, La Vita. J'ai marqué Pierre Ninet avant Boîte Noire. Je l'avais vu la première fois, je crois, dans le clip d'Adèle. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Je le connaissais, mais ni d'Adam, ni d'Ève, vraiment. Je me suis jamais intéressée à sa carrière, à son jeu en général. Je l'ai revu dans quelques brides, on va dire, de films, dans des petits rôles, il me semble que j'avais vu. Mais là, ça a été la révélation. Et maintenant, le moment tant attendu des drames. Aïe aïe aïe, que dire de ce genre qui est si magnifique et qui arrive à toujours nous faire ressortir des émotions si intenses, c'est dingue. Vraiment, je l'ai délaissé pendant des années, ce genre-là, parce que je le considérais comme un peu cuculapraline, ou... Oui, j'aimais pas trop le côté émotionnel qu'il y avait dans les drames. Aïe aïe aïe, si j'avais su ce que je loupais. Bon, du coup cette année je me suis bien rattrapée, j'en ai vu pas mal et il y en a beaucoup qui m'ont touchée. Et du coup c'est parti pour les drames que j'ai préférés. Alors le premier que j'ai vu c'est un animé, Violet Evergarden. Pour ceux qui connaissent la série, sachez qu'il y a aussi un film qui est sorti après et il est juste incroyable. C'est pourtant très rare que j'aime un film après une série, je trouve que d'habitude ça fait un en trop. Je sais pas comment expliquer ça, mais parfois c'est pas nécessaire, la série se suffisait très bien à elle-même. Mais là les amis, ça
C'est magnifique. Il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée dans cet animé, ou même deux, je dirais. La première, c'est le graphisme. Donc forcément, dans la série, j'avais beaucoup aimé, et le film est dans la continuité. Toujours une qualité exceptionnelle, avec des lumières de dingue. Vraiment, je sais pas combien d'heures de travail il a fallu pour réaliser un aussi beau animé, mais c'est juste exceptionnel. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le développement des personnages. On n'a pas l'impression de revivre une deuxième histoire avec le film, chose qui arrive souvent pour après une série, mais là c'est vraiment dans une bonne continuité. Je trouve que les émotions qui sont retranscrites sont justes, elles sont vraiment, j'allais dire sincères. Les personnes qui ont créé l'animé n'ont peut-être pas vécu la situation de Violette, mais on sent qu'on veut pas trop exagérer non plus. Voilà, en plus c'est une belle romance qui nous touche, et ouais, super, et même la fin, je l'aime beaucoup. Disons que ça conclut très bien la série, et ça pourtant je trouve ça rare, et donc j'applaudis. Bravo. Il y a aussi un autre animé que j'ai beaucoup aimé, c'est Your Name. Alors, au niveau de l'histoire, j'avouerai que c'était un peu trop décousu, et il y a quelques faux raccords que j'ai pas trop appréciés, mais sinon, c'est vraiment très beau. L'histoire est vraiment sympa, les musiques sont très belles, et même en général, au niveau du graphisme, des dessins, je trouve que c'est très beau, avec des couleurs que moi j'apprécie. Je pense pas que ça plaira à tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé, et franchement, ouais, gros point pour la BO, qui est super. Surtout Sparkle. Magnifique. Bon, à présent, il est temps d'aborder Frantz. Waouh, Frantz. Incroyable. Je l'ai vu avec ma cousine en plus, c'est moi qui lui ai fait découvrir un peu ce genre de film, et c'est vrai que c'est super. Alors, d'un premier abord, on pourrait être un peu rebuté si on n'a pas l'habitude, parce que c'est un film en allemand, noir et blanc, mais c'est un film français. Donc on parle beaucoup allemand, mais c'est français. Et franchement, parfait. Justement, le choix du noir et blanc, d'habitude, j'aime pas trop, parce que j'ai l'impression qu'on veut donner un effet un peu ancien, un peu rétro, et que c'est pas vraiment justifié. Dans France, ça marche total, et en plus justement il y a cette alternance entre le noir et blanc et la couleur parfois, et ça a toute son importance dans le film. Pour rester dans la catégorie Pierre Ninet, parce que oui, Frantz est joué par Pierre Ninet, parlons de Sauver ou Périr. J'ai pleuré toute ma vie devant ce film, et je ne parle pas de juste des petites larmes en mode c'est triste, non, des sanglots. Je suis très sérieuse, ce film m'a fait fondre, j'ai perdu 1 litre de larmes, surtout la première partie, alors que l'accident a lieu la deuxième, mais c'est pas grave. Alors du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sauver ou Périr, c'est un film français qui raconte l'histoire d'un pompier de Paris qui va avoir un accident pendant une intervention et qui va être grand brûlé. Ouais, comment faire quand tu es brûlé de guerre et que toute ta vie tu as décidé de sauver des gens, et si tu ne peux pas faire ça, limite mourir, mais là tu te retrouves bien vivant mais impotent, dans une souffrance physique terrible et une souffrance morale encore pire. Donc rôle interprété par Pierre Ninet, très bien joué, et avec une partenaire de jeu aussi super. J'ai beaucoup aimé aussi Anaïs qui joue très bien la femme du pompier. C'est un rôle extrêmement compliqué parce que à la fois il faut comprendre la douleur de l'autre, mais il faut aussi accepter la sienne, parce que c'est pas facile de voir son mari alité, souffrir, etc. et devoir porter en plus le foyer familial seul. Donc ouais, super film, mais préparez les mouchoirs, je vous conseille, voilà. Ma coloc a pu en faire l'expérience aussi, je lui ai conseillé le film tellement je l'ai aimé, et elle m'a assuré qu'elle avait aussi pleuré. Donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo, bientôt, et j'espère que vous aurez apprécié. Donc moi j'ai beaucoup aimé filmer ça. Très souvent, vous aurez peut-être remarqué, mais je ressors toujours les mêmes arguments. Est-ce qu'un film est beau, le jeu d'acteur et la réalisation? Ça c'est des
chose très importante pour moi et c'est ce que je regarde le plus dans un film. Parfois il y a d'autres choses qui me touchent, mais très souvent c'est ce que je regarde et je sais très bien que mes critères vont évoluer avec le temps et j'ai hâte de voir parce que le cinéma c'est aussi une introspection en soi-même et une rétrospection dans le sens où peu à peu quand on grandit, plus on voit des films, plus on va comprendre à quel point notre vision du monde, notre vision du cinéma évolue. Et je trouve ça super que les films nous accompagnent, on va dire, dans cette croissance, dans cette maturité. Donc peut-être que je referai une vidéo l'année prochaine, ou même dans 6 mois, si j'ai envie, et que je changerai d'argument. Il y aura des choses qui me toucheront plus, d'autres moins. Peut-être que je ferai moins attention, par exemple, aux thèmes abordés dans un film ou comment ils sont traités, mais surtout sur le personnage. Enfin bref, voilà, j'ai hâte et c'est trop bien le cinéma. Donc regardez des films. Du coup, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bien félicitations parce que vous avez atteint le top 3. Voilà, j'ai fait un classement de tous les films que j'ai préférés cette année sur 3. Il y aurait pu en avoir plus, je pense, mais j'ai préféré me restreindre à 3. Et c'est pas forcément des films parfaits, loin de là, je crois même que mon premier film n'est pas parfait du tout, mais juste certains m'ont pris aux tripes et voilà, parfois ça s'explique pas. Et on peut avoir un film loin d'être parfait et qui reste notre préféré. C'est comme les dessins animés qu'on regardait comme quand on était enfant, qui étaient loin d'être très qualitatifs parfois. Voilà, j'ai des images qui me viennent en tête. Mais juste on les aimait parce qu'ils nous ont apporté quelque chose, parce qu'on y accroche un souvenir. Et moi, il y a 3 films qui m'ont vraiment touchée, marquée, qui m'ont pris les tripes cette année. Et du coup, voilà, je vais vous les présenter enfin. Alors, en 3e position, on retrouve Prisoners de Denis Villeneuve. Bon, premièrement, c'est Denis Villeneuve. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Non, pas du tout. Deuxièmement, l'ambiance. Exceptionnel, vraiment. Je suis restée scotchée devant mon ordinateur de A à Z. Et en plus, le pire, c'est que je l'ai même pas vu dans de très très bonnes conditions. Voilà, je l'ai vu sur un vieux PC avec une qualité image pas dingue, avec juste un vieux casque, même pas d'enceinte, pas dans un cinéma du tout. Voilà, on sort les bons vieux DVD, mais juste il est exceptionnel, il nous prend et il nous lâche pas quoi. Je suis restée dans l'histoire à fond, du début jusqu'à la fin. On essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, on croit avoir la solution, mais finalement forcément on revient en arrière. Enfin, c'est juste dingue, le scénario, l'écriture est superbe, avec Jake Gyllenhaal qui forcément est toujours super aussi. Et ouais, on retrouve bien Denis Villeneuve. Puis même la folie humaine, c'est dingue. C'est dingue. Il est un petit peu hardcore, donc pour les âmes un peu sensibles, s'abstenir. Mais c'est pas non plus du cinéma d'horreur, juste c'est un bon thriller très 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 bien réalisé. Je kiffe. Je vous dis, regardez ce film. Vraiment, je dis oui à 1000%. 1000%. Ensuite, 2e film, voilà, 2e position. Le Comte de Monte Cristo. Mais forcément, vous pensiez que je n'allais pas parler de cette merveille. Ce film est magistral, avec des décors. Mais des décors de dingue, avec les costumes d'époque en plus, avec un jeu d'acteurs exceptionnel, et pas que de Pierre Niney, si je puis me permettre, parce que j'en ai marre qu'on mette Pierre Niney, le Comte de Monte Cristo, c'est pas que lui. Hein. Donc il y a une ribambelle d'autres acteurs et actrices qui sont très talentueux. Notamment pour ceux qui jouent les méchants. Je les trouve hyper bien. J'avais jamais lu le roman de Dumas et ça m'a fait vraiment découvrir l'histoire. J'avoue que au cinéma, j'y suis allée un peu à reculons. Genre, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais envie de le voir parce que tout le monde en parlait. Je l'ai vu en août, je crois. Et j'y suis allée avec mes parents, mais ça a été la claque. Vraiment la claque de l'année. Je suis sortie du cinéma, je réalisais pas ce que je venais de voir. Non, vraiment très 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 bon. Donc c'est du 5 sur 5 à fond, à fond.
En plus, je suis tellement contente qu'il y ait un film français qui ait autant d'impact déjà au niveau des jeunes, mais aussi à l'international. Voilà, 9 millions d'entrées, c'est pas rien. C'est juste, ça bat tous les records. Et puis en plus, on a tous les Oscars qui vont arriver là. Je suis trop contente, je suis sûre qu'il va rafler tous les prix. Et puis aussi, je pense que le côté blockbuster a beaucoup plu. Moi-même, ça m'a plu parce que, on va pas se mentir, ça fait du bien de temps en temps. Du coup, voilà. Gros coup de cœur pour le Comte de Monte Cristo, et je pense que je suis pas la seule, hein. J'ai pas été très originale sur ce coup-là, mais en même temps ça a été la révélation de l'année, je crois. Voilà, j'aime beaucoup. Merveilleux. Et enfin, mesdames, messieurs, enfin, le top 1, The Outrun. Je sais pas quoi dire de ce film, tellement il m'a bouleversée. J'avoue que je l'ai vu sans du tout savoir à quoi m'attendre. C'était ma première séance en plus au cinéma Utopia, un petit cinéma indépendant de Bordeaux que j'apprécie beaucoup. Et j'étais un peu en retard à la séance, j'avais pris ma place très très vite, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avoue. Je me suis dit bon, dans tous les cas je vais au cinéma, je passerai un bon moment. Mais la révélation, tout simplement. Je m'assieds et dès la première scène, je suis plongée dans le film. Je saurais pas comment expliquer, je pense pas qu'il soit parfait, loin de là, il y a sûrement des choses à revoir, mais il a matché avec ma personnalité. Je saurais pas comment expliquer, mais avec ce film, on a un peu matché. Je sais que ça peut paraître très bizarre, mais j'aime à dire que le cinéma, c'est comme créer un monde, comme créer un univers, donc avec des décors, avec des personnages qui évoluent, qui interagissent entre eux, et puis des personnages pas forcément des humains, ça peut être des animaux. Flo nous l'a bien montré d'ailleurs, cette petite pépite avec que des animaux. Et du coup, dans ce monde-là, on a une certaine vision de la vie, et ouais, ça peut être très différent de ce qu'on connaît. Par exemple, on peut retourner dans l'histoire, on peut aller au contraire dans le futur, on peut voir quelque chose de complètement étrange, comme dans Everything Everywhere All at Once. Voilà, peu importe l'univers qu'on crée, dans tous les cas, on s'évade un peu de notre réalité à nous. Mais parfois, on a l'impression de rentrer dans notre monde. Je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est ce qui s'est passé avec The Outrun. J'avais vraiment l'impression d'avoir la même vision du monde que présentait la réalisatrice, qui est juste exceptionnelle. Je vous avoue que ça fait un peu bizarre, c'était la première fois que ça m'arrivait, et après avoir vu The Outrun, je crois que je suis bien restée une demi-heure en pause dans mon cerveau. J'arrivais pas à réaliser ce que je venais de voir, et même 3 jours après, j'y repensais encore et encore, parce que non seulement j'aimais beaucoup la personnage principale, qui est une femme qui se bat contre l'alcoolisme, donc déjà très inhabituel comme histoire. Voilà, d'habitude on est plutôt dans l'homme alcoolique et avec plein de clichés. Non, là c'était traité avec très grande authenticité, parce qu'il faut arrêter les clichés sur ce thème-là, en général sur le thème des addictions, mais surtout sur l'alcool. En plus, ça a des conséquences dramatiques sur le couple, sur la vie familiale, et ça on le voit très bien dans The Outrun. Mais le fait que ce soit une femme, je pense que ça change un peu la donne, et ça apporte quelque chose de nouveau, un regard neuf. Et ouais, juste je vous conseille. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que j'ai beaucoup blablaté, j'espère que je vous ai pas ennuyé. Et donc j'espère vous avoir donné quelques petites idées de pépites à voir au cinéma ou même en streaming avec des DVD, peu importe. Tant que l'art du cinéma est propagé, la culture cinématographique est plus appréciée, moi je n'en serais que plus heureuse. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire ce petit récap de 1 an. J'ai mis plus de temps que prévu à filmer toutes les vidéos parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et voilà, j'avais pas trop de temps en ce moment justement, mais vraiment ça a été un plaisir, et je pense que je referai ça chaque année. Voilà, un petit récapitulatif, une petite collection de tous les films qui m'ont marqué. Je vous mettrai en description mon Letterboxd, et aussi des liens utiles avec des articles que j'ai beaucoup aimés ou des revues de films. Donc pour moi,
C'est important aussi de se documenter. Et je vous mettrai aussi peut-être des influenceurs cinéma que je suis et qui me permettent personnellement de m'inspirer un peu plus chaque jour et de me faire découvrir des nouveaux films. Je pense que ça peut être vraiment utile. Donc je vous mettrai tout ça en description. Et moi, pour moi, c'est le temps de vous dire au revoir après cette très longue vidéo, après ces nombreuses heures à tourner et après tous ces films de vue. Allez, bisous!